Thank you so much, dear colleague. اسمحوا لي أعود إلى لغة الوطن الأصلي, اللغة الفرنسية. C'est mon devoir de représenter la diversité linguistique aujourd'hui. Les interprètes sont prévenus de ce qui les attend de terrible et j'ai promis de parler lentement. Je veux tout d'abord remercier les organisateurs de cette rencontre de m'avoir invité. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'organiser la rencontre. C'est une très bonne idée. Il en faudra énormément. Elle s'est donné un challenge très élevé, très ambitieux. Mon challenge à moi aujourd'hui, il est plus simple. C'est que à la fois je parle à la fin de la session et puis moi on laisse à la fin de ma carrière. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dites auparavant par nombre de collègues aujourd'hui. Bon, nous sommes un certain nombre à parler, hein, bon, mais nous sommes obligés parfois de redire des argumentations que nous avons déjà développées. Et nous sommes parfois obligés de nous répéter. C'est mon petit challenge personnel, mais il est anecdotique par rapport au challenge que nous sommes tous donnés dans le cadre de cette conférence. Et bien sûr, je suis très honoré d'y avoir été associé, alors que stricto sensu, je ne fais pas partie du club. Je ne m'exprime pas depuis l'intérieur de l'appartenance musulmane. Notre challenge, si je devais le résumer, je dirais, et il a été en toile de fond, il a été parfois abordé explicitement, mais il est en toile de fond. Est-ce que nous ne sommes pas capables de déconnecter l'existence des valeurs considérées comme positives de nos appartenances respectives? En d'autres termes, est-ce que nous sommes capables d'admettre que quelqu'un qui n'est pas dans notre univers d'appartenance et le cas échéant de croyance peut être le promoteur de valeurs qui mériteraient que nous combattions à ses côtés, le cas échéant contre notre propre camp? Cette problématique, elle n'est pas du tout nouvelle pour moi et j'ai puisé dans mes souvenirs un certain nombre de situations où cette évidence m'a sauté aux yeux. Il y a un problème sur Terre. Chacun d'entre nous sommes persuadés d'être les détenteurs uniques du système positif de valeurs et nous avons évidemment une propension à dénier à l'autre, s'il n'est pas dans notre univers strict d'appartenance, la capacité de promouvoir, d'imaginer et de promouvoir des valeurs positives. Un de mes chocs de citoyens chercheurs, je me souviens l'avoir subi en 2004, mais il y avait eu des antécédents, en entendant le président Chirac dire au Premier ministre Blair: l'Europe et les États-Unis sont, il avait dit, des pays qui ont des valeurs communes. Elles doivent donc mener des guerres en commun. Ah, cherchez l'erreur. Contre qui devons-nous mener des guerres au nom des valeurs? Sous-entendu, contre le reste du monde qui n'aurait pas de valeurs ou qui n'aurait pas des valeurs auxquelles nous puissions nous identifier. Et là, ils sont pris en flagrant délit. Ça, c'est la partie agréable à écouter. Maintenant, je vais vous dire que ça peut arriver à d'autres aussi d'être persuadés qu'ils ont le monopole des valeurs. Hier, j'ai eu le plaisir d'entendre mon téléphone sonner et le journaliste Ahmed Mansour m'appeler et me rappeler qu'il y a très longtemps, en 1999, j'avais été le Batal, Baramej Bila Houdoud, le héros du programme Bila Houdoud sur la chaîne El Jazeera. Et il m'a demandé, et je suis déjà inquiet, si je referais un jour ce genre de prestations. Et si je refaisais un jour ce genre de prestations, je pense que je dirais exactement la même chose que j'avais dit, ça fait maintenant 17 ans.
Et je me souviens d'un des exemples que j'avais pris pour approcher ce problème de notre incapacité à accepter que l'autre puisse être porteur de valeurs. J'ai dit, vous savez, du seul fait que je parle quelques mots d'arabe et que lorsqu'on évoque le destin politique des courants islamistes, je ne criminalise pas immédiatement, je n'insulte pas immédiatement le Hamas ou Jabhat al-Inqadh à cette époque-là, eh bien, les gens qui ne m'aiment pas, dans mon groupe d'appartenance, ils disent « c'est un musulman, il est devenu musulman ». Et ils prennent un raccourci, ils disent « il est devenu islamiste ». Et il y a eu des innovations récentes que je ne résiste pas au plaisir de vous donner. J'ai trouvé à plusieurs reprises des gens qui écrivaient « il s'appelle Burga, mais il faudrait l'appeler Burqa ». Ça serait plus proche de la définition de l'intellect de ce personnage. Alors très récemment, j'ai répondu sur ce registre-là, j'ai dit « je suis d'accord pour que vous jouiez avec mon patronyme. Mais alors, au lieu de m'appeler Burqa, je voudrais que vous m'appeliez Buka. Parce que Buka, voyez-vous, c'est un nom que la plupart d'entre vous n'avaient jamais entendu. Or, pour moi, l'analyste, il est beaucoup plus parlant en termes de radicalisation politique que Burqa. Et il est plus proche de mon univers d'analyse. Donc, je préférerais que vous prononciez Buka, et je vois que peut-être la plupart d'entre vous ne savent pas ce que c'est Buka. C'est le nom de l'un des camps de détention américains en Irak, par lequel sont passés la plupart des leaders de Daesh. Buka. C'est par là qu'est passé Baghdadi. Donc, quitte à m'attribuer une déformation professionnelle, je préférerais qu'elle soit celle de l'analyste politique. Alors, qu'est-ce que j'avais dit avec Ahmed Mansour dans le cadre de l'émission Bila Houdoud? J'ai dit, le problème, c'est que ceux qui me refusent le droit d'exprimer un point de vue au nom de valeurs universelles, ceux qui veulent que je sois devenu musulman ou islamiste, ils font une erreur méthodologique, ils refusent l'idée qu'il puisse exister des valeurs humanistes qui ne soient pas sous l'emprise des appartenances ethniques, religieuses, culturelles. Ça, c'est la partie agréable à entendre de l'histoire. Mais l'histoire continue. Qu'est-ce qu'il m'arrive lorsque je suis parmi mes chers amis musulmans? Assez fréquemment, depuis des décennies, on me dit « Oh, François, tu es sympathique, tu parles presque l'arabe, tu es positif à l'égard du combat des Palestiniens, tu n'es pas trop simplificateur dans la lecture du phénomène de l'islam politique, tu sais qu'il te manque juste un tout petit pas de plus pour devenir vraiment parfait. Hein? Pourquoi tu ne viens pas chez nous ?» Et nous nous heurtons à ce moment-là au même problème. Le refus d'accepter que le socle des valeurs humanistes puisse transcender les appartenances primaires et notamment religieuses. Et ça, on va donc le retrouver partout. Je me souviens d'une autre expérience qui m'avait beaucoup marqué aussi. C'était dans un pays très symbolique, c'était en Arabie Saoudite. Et c'était dans un endroit très très symbolique puisque c'était pas très loin de la Mecque. Et j'avais été, à ma grande surprise, invité à rencontrer une ONG de lutte pour les droits de l'homme. Et je vous dirais très sincèrement, je m'étais dit, ça ne doit pas être très sérieux. Ça doit être Chakliyet, ça doit être Kelem Fadi. Mais je m'étais rendu dans cette réunion d'une vingtaine de personnes. Et là, j'ai appris deux choses. La première, j'ai appris que dans un système relativement autoritaire, il pouvait y avoir des gens qui étaient devant un étranger capable de prendre des positions très critiques, explicitement critiques. Puisque je suis resté très surpris quand le président m'a dit « De quoi voulez-vous qu'on parle? Des morts sous la torture? Vous voulez la liste? Vous voulez les noms? Vous voulez les dates ?»
je suis resté très surpris à la fois parce que ce langage de franchise était étonnant et puis parce que, mais bien sûr je m'en doutais, je vérifiais qu'on peut être au cœur de la référence musulmane et malmener des références humanistes. C'était une confirmation, mais c'était important de l'entendre. Mais juste après, il y a une dame dans la salle qui m'a dit « Monsieur, je vais vous expliquer où est le paradoxe. C'est que les droits de l'homme, c'est nous qui les avons inventés. C'est nous, c'est l'islam qui a inventé les droits de l'homme. » Et moi, je lui ai dit « Madame, avec tout le respect que je vous dois, vous représentez, vous êtes porteuse du discours que moi je combats depuis toujours chez les miens. Quand j'entends un Français qui dit « Ah, les droits de l'homme, c'est nous, on les a inventés », je dis « Arrêtez, restons raisonnables. L'élaboration des droits de l'homme, c'est un très long cheminement auquel absolument toutes les cultures, toutes les religions, toutes les populations ont apporté modestement leur pierre. Et si on commence à vouloir en faire une appropriation sélective, on ruine le principe même qui doit régir ce socle humaniste. Je pense que la confusion que nous faisons très souvent, chacun d'entre nous, c'est une confusion entre l'univers culturel au sens le plus large du terme et l'univers des valeurs au sens le plus profond et le plus universel du terme. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a des domaines dans lesquels je suis un fondamentaliste et même un intégriste. C'est le domaine de l'affirmation de ma spécificité culturelle. Si vous venez me voir dans mon refuge de montagne, je serai très enclin à affirmer la spécificité de mon univers culturel. Mon fromage, ça n'est pas votre fromage. Ma musique peut être éventuellement différente. Mon univers symbolique, vestimentaire, je peux y être très attaché. Et lorsque je vais chez un hôte étranger, je suis extrêmement attaché à ce qu'il me démontre la diversité de ces modes de relation à notre univers commun par un univers esthétique, par des expressions musicales, par bien sûr des expressions culinaires qui vont marquer sa différence. Mais, ce qu'à Dieu ne plaise, imaginez que, alors que nous sommes attablés en train de vivre cette démonstration de la supériorité évidente de mon fromage, imaginez que nous entendions quelqu'un tomber dans un escalier. Imaginez ce qu'à Dieu ne plaise que la maison prenne feu. Vous savez très bien que par-delà nos différences culturelles, nous allons immédiatement trouver les ressorts humanistes d'un comportement commun pour aller à l'essentiel, qui sera sauver le faible, sauver l'affaibli, rétablir la justice au sens le plus universel du terme. Or, cela, bien sûr, nous ne savons pas le faire de plus en plus souvent. Et malheureusement, ce que je disais il y a presque 20 ans, j'ai l'impression qu'il faudrait encore et encore plus souvent le répéter aujourd'hui, puisque, mais j'espère que je me trompe, de plus en plus souvent, quand je fais une conférence, je dis j'espère que je me trompe sur toute la ligne dans ce que je suis en train de vous dire et que tout ira mieux demain. Mais pour l'instant, j'ai quand même l'impression que nous avons, dans ce domaine-là, régressé. Je devais initialement prendre la matrice de la crise syrienne comme terrain d'exercice pour ne pas avoir à parler en théoricien de la bonne gouvernance et des multiples façons, puisque c'était la question qui m'a été demandée, de corréler la bonne gouvernance et les valeurs. Je comptais faire plus lentement que je vais le faire, l'inventaire de ce catalogue infini de tout ce que la crise syrienne a permis à des tas d'acteurs, c'est là que je veux en venir, de montrer dans le domaine de l'échec absolu de la bonne gouvernance. Je constate que si nous nous adressons, en tout cas en France, en tout cas en Europe,
à un public majoritairement peu ou documenté de façon simplificative. Si je dis crise syrienne, il y a un mot qui vient, djihadisme. Il n'y a qu'une seule leçon, et vous savez, dans l'acception, qui n'est pas celle de la langue arabe, mais dans l'acception occidentale, contemporaine, le mot djihadiste, c'est l'antinomie absolue avec bonne gouvernance. On ne peut pas trouver mieux, n'est-ce pas? Et pourtant, cette crise, j'en ai été proche dans sa dimension interne, parce que j'habitais en Syrie lorsqu'elle a commencé, et j'en ai été proche ensuite, non plus seulement en tant que chercheur, mais en tant que citoyen en Europe, où elle s'est exportée de toutes les façons que vous savez, par les actions terroristes, mais aussi par la problématique, c'est le titre de notre séance, du loujou, des réfugiés. Si on regarde de près cette crise, on va voir que l'essentiel de ce qui est attribué unilatéralement aux djihadistes, à l'expression la plus radicale fabriquée par la crise, eh bien, on peut l'attribuer à la totalité des acteurs locaux, syriens, régionaux et internationaux impliqués dans la crise. Ça serait trop long de faire un inventaire complet, mais disons que tous les mécanismes liés à l'autoritarisme ne sont pas attribuables à un repli religieux sectaire. Les pires des violences, les plus terribles des violences aveugles, la mort sous la torture, les agressions physiques systématiques ont été commises statistiquement par un État qui disait défendre la laïcité, qui disait s'en prendre à l'extrémisme religieux. Il faut rappeler bien sûr que lorsque le lien national maintenu par l'autoritarisme d'un régime s'est affaibli du fait de la protestation interne, ce n'est pas obligatoirement l'appartenance religieuse qui prend le relais. Si je ne suis plus syrien, je ne suis pas nécessairement, obligatoirement sunnite, chiite ou chrétien. Il y a un contre-exemple majeur, je peux être kurde. Donc on voit bien que dans ce domaine-là, l'appartenance religieuse n'a pas eu le monopole de l'investissement du tissu politique. Le djihadiste, c'est quelqu'un qui fait un usage sectaire en politique de son appartenance religieuse. Le sens commun des observateurs a voulu que ce soit là la caractéristique des acteurs de l'opposition. Disons tout de suite que ça n'est pas vrai dans le camp du pouvoir. On a vu aussi des mobilisations s'opérer sur la base d'une appartenance sectaire. Elle n'était pas sunnite, elle était chiite. Vous connaissez le paysage. Mais ce qu'on dit moins souvent, c'est que si l'on observe très réalistement le comportement des acteurs non musulmans, des acteurs occidentaux, que ce soit la Russie ou que ce soit les Européens, on découvre malheureusement ce même repli sur l'appartenance religieuse. La seule différence avec un djihadiste, c'est qu'il n'est pas disciple. On ne le dit pas, mais on le fait. On trouve chez Poutine un sentiment anti-musulman dont un de ses conseillers m'avait rappelé que si on ne le met pas dans l'écran radar de l'analyse, on rate l'analyse du comportement de la Russie. Oui, il s'agissait de se venger des mauvaises manières des Occidentaux. Oui, il s'agissait de rappeler que l'on ne pourrait pas régler une crise comme on l'avait fait en Libye. Mais il s'agissait également, je me le suis entendu dire, d'une espèce de vengeance imaginaire contre ce qui s'est passé en Afghanistan du temps de l'invasion de l'URSS. Et Poutine est cité pour avoir dit, dans des termes dont vous connaissez la crudité, qu'il se battait en Syrie pour ne pas avoir à se battre demain aux frontières de la Russie. Donc il y a,
avec l'Église orthodoxe derrière qui bénissait les missiles. Il y a des photos. Mais les champions de la laïcité, je ne sais pas si vous connaissez les champions de la laïcité, ce sont les gens qui s'expriment souvent dans la langue que je suis en train d'utiliser. Vous savez, les champions français de la laïcité, si vous regardez bien leur comportement dans la crise des réfugiés, si vous regardez bien les critères qui ont été mis à l'attribution des visas aux Irakiens, vous voyez l'appartenance religieuse qui fait irruption et qui vient ruiner la crédibilité, l'universalité des principes qui sont mobilisés. Ce qui me ferait plaisir aujourd'hui, c'est bien sûr, mais ça c'est bientôt fait, d'entendre le son de ma voix, mais ça serait aussi d'entendre le son de votre voix. Donc je vais prendre un petit peu moins du temps qui m'est alloué et je vais vous dire dans quelle direction il me semble que cette corrélation des valeurs et de la bonne gouvernance peut évoluer. Il y a très longtemps déjà, et c'est ce sentiment de devoir dire des choses qu'il fallait déjà dire il y a 20 ans est assez dur à vivre parce qu'il signifie que rien n'a avancé. Sur ma page Facebook hier, il y avait des insultes contre Tarek qui ne me rajeunissaient pas. Des choses que nous avions entendues il y a 20 ans. Cette même incompréhension, ce même refus d'entendre une voix rationnelle s'exprimer depuis l'intérieur de l'appartenance musulmane. Alors, quelle est ma porte de sortie? J'avais écrit depuis très longtemps un article qui disait « On ne le sait pas, mais l'arme de destruction massive du terrorisme a été inventée. Elle existe. Malheureusement, l'arme de destruction massive du terrorisme est donc le raccourci qui nous emmène à la bonne gouvernance. Puisque le terrorisme ou le djihadisme, c'est l'antithèse, c'est l'antinomie de la bonne gouvernance. Eh bien, il existe un raccourci, il existe une machine à détruire le terrorisme. Malheureusement, elle coûte un peu trop cher. Et donc, personne ne veut s'en servir. Et qu'est-ce que c'est cette machine? C'est un mot, il est tellement horrible que les gens n'osent pas le prononcer. Et ce mot, il est horriblement simple. C'est le mot partage. C'est le mot partage. Si on veut emprunter un raccourci vers la bonne gouvernance, si on veut détruire la machine à fabriquer de la radicalisation politique, on doit simplement admettre de partager. Mais partager, ça veut dire quoi? Pas seulement les ressources économiques, ça c'est trop simple, mais aussi les ressources symboliques. Une partie essentielle des tensions politiques en France viennent de la non-distribution des ressources symboliques dans le tissu national. Si on faisait déjà une distribution un tout petit peu plus efficace, il y aurait des passerelles pour aller vers cette bonne gouvernance que, quelles que soient nos appartenances respectives, nous avons intérêt, nous avons, je ne sais pas, peut-être la capacité de mettre en œuvre dans nos sociétés respectives. Ashkurukum li husn al-intiba.